Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce numéro de ce qu'il fallait démontrer. Aristide Carlos Oké, bonjour. Bonjour Tanguy. Bienvenue aussi à vous. Mesdames et messieurs, aujourd'hui on aura deux sujets à évoquer. Celui-là, d'abord au devant de l'actualité, c'est notamment celui concernant cette bavure policière ayant engagé la vie, malheureusement, du jeune Faisal à Parakou. Si les enquêtes se poursuivent, il y a qu'un ménage s'impose visiblement dans la maison police républicaine, étant donné déjà que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a annoncé les couleurs lors d'une déclaration. On fera le tour de cette actualité-là, de ce sujet-là. Puis on parlera aussi de cette tournée engagée par les forces de l'opposition réunies dans un creuset et qui veulent consulter l'ensemble des acteurs intervenant sur la scène politique nationale au sujet du projet d'audit du fichier électoral. Déjà deux refus du côté de la mouvance pour accompagner l'idée. On fera le point de tout cela. On va commencer d'abord par la police ou la police, oui. La police. Alors, c'est vrai, pour faire un récapitulatif rapidement de là où on en est, la police qui fait une patrouille, qui tombe sur un jeune Faisal, qui l'interpelle, qui lui propose, on lui impose de fouiller dans son téléphone. La suite, on nous connaît vraiment plus ce qui s'est passé dans le fond, seulement que le lendemain, on découvre le cadavre du jeune Faisal, et puis la population de Parakou qui s'énerve. Et dans la foulée, quelques 6 agents de la police au niveau donc de Parakou mis en arrêt de rigueur, et la promesse de faire aboutir une enquête pour donc les sanctions judiciaires. C'est pas la première fois qu'il y a une bavure policière au Bénin, Carlos Oké. Non, c'est pas la première fois, et on a tendance à enregistrer régulièrement d'ailleurs des bavures maintenant. Je suppose qu'il est évident pour tout le monde qu'il y a là un problème à régler au sein de l'effectif de la police, et que ce problème touche fondamentalement la formation, mais aussi, et je crois, fondamentalement aussi à l'état psychologique de la troupe, parce que j'ai comme l'impression que ceux qu'on envoie en mission ne sont pas forcément les personnes les plus indiquées pour y aller. Oui, vous parlez de formation, mais en tout cas des informations font état du grand professionnalisme de la police républicaine, de la police du Bénin, en tout cas dans la sous-région. Comment est-ce qu'on peut imputer ce qui arrive justement à la faiblesse de la formation de ces flics? De toute façon, lorsque des policiers se mettent à fouiller dans le téléphone d'un citoyen, alors que ce n'est pas ce n'est pas l'objet de leur mission, et que d'ailleurs ce n'est pas autorisé, aucune loi ne l'autorise, et les policiers sont supposés connaître la loi. Donc à ce moment, il y a forcément soit un déficit de formation, soit un laisser-aller, un abus manifeste, et que ce genre d'abus qui se sont multipliés depuis un moment n'ont pas trouvé écho. Parce que ce n'est pas la première fois que les citoyens se plaignent de ce que les policiers fouillent dans leur téléphone. Moi, je me souviens, il y a eu un tollé récemment de citoyens qui ne comprenaient pas du tout que des policiers puissent fouiller dans leur téléphone, tout simplement parce qu'ils sont en train de faire un contrôle de routine. Donc, si ce n'est pas un problème de formation, c'est un problème d'éthique, et même si c'était un problème d'éthique, c'est un problème à régler. Oui, mais on peut se dire quelque part où on peut essayer de tenter de comprendre cette attitude de la police. On est dans un contexte très fébrile, notamment d'insécurité. Nous allons vers justement la fête de fin d'année. Vous savez combien ces périodes sont difficiles. Au nord du Bénin, il y a quelques actes d'insécurité qui remettent en cause l'efficacité du système de protection des Béninois, la vaste lutte qu'on a engagée contre les cybercriminels. Tout cela mis ensemble peut expliquer parfois que des agents de police recourent à des mesures qui ne sont pas forcément des mesures normales pour avoir l'information. La sécurité a un prix. Et je suis le premier à l'admettre, surtout quand des situations l'exigent, parce que nous sommes aujourd'hui confrontés à l'envahissement des terroristes qui peuvent venir de partout et frapper à n'importe quel endroit. Donc c'est vrai qu'il y a des mesures spéciales qui ont été forcément initiées pour venir à bout de tout ça. Mais lorsque la hiérarchie de la police elle-même se désolidarise tout de suite de ce qui a été fait,
et sort un communiqué pour dire que fouiller dans les téléphones est complètement contraire au règlement, ça veut dire que... Peut-être parce que justement la hiérarchie a maintenant le dos au mur, parce que sur d'autres cas, on n'a pas vu la hiérarchie sortir des communiqués comme ça. Il a fallu la pression des populations de Parakou pour que finalement on ait des communiqués et surtout des prises de position officielles. C'est justement de ça que je parlais. Il y a longtemps qu'on aurait dû avoir la réaction de la hiérarchie parce que les fouilles de téléphone, ça fait un bon moment que les citoyens s'en plaignent. Bon, il n'y a jamais eu de réaction et on n'a jamais eu non plus d'écho, de punition de qui que ce soit. Donc c'est un peu comme si la hiérarchie cautionnait. Peut-être que cette fois-ci c'est une patate chaude et qu'ils ont voulu s'en débarrasser au détriment des agents. Bon, je ne peux pas le dire. Bon, mais il faut quand même observer une chose, c'est que quoi qu'on dise, la police béninoise obtient quand même de bons résultats sur le plan de la sécurité. Et ça ne paraît pas toujours évident lorsque nous allons dormir et que nous nous réveillons en paix le matin. Ça ne nous paraît pas toujours évident que ce sont des gens qui toute la nuit ont patrouillé, qui toute la nuit ont dû lutter contre le sommeil, qui toute la nuit ont été privés de leur famille. Bon, alors tout cela peut à terme provoquer des troubles du point de vue moral et amener un agent qui était un modèle il y a quelques mois à devenir un agent qui déprime progressivement. Comment ça? Juste pour son boulot, la pression, ce n'est pas comme s'il se prive de sommeil 24 heures sur 24 sur les 365 jours de l'année. D'abord, il faut observer qu'un policier, c'est un homme comme vous et moi. Oui. Il a des problèmes de loyer comme vous, il a des problèmes, on va dire, de scolarité de ses enfants, il a des problèmes de logement, en venant peut-être de Révier à Cotonou tous les jours, il est peut-être obligé de se débrouiller pour prendre un taxi ou utiliser une moto qui tombe en panne. Donc, vous voyez, il y a des problèmes de la vie de tous les jours qui font que le policier, qui a une famille, qui a une belle famille, nous savons dans quel contexte nous sommes en Afrique, donc qui a déjà cette pression humaine quand il vient travailler. En plus, quand il vient, c'est que dans le cadre du travail, il faut reconnaître que la police est un milieu où la brimade est une chose presque ordinaire. Donc le milieu où on ne raisonne que par la discipline et par l'écrasement du subordonné, il y a un certain nombre de pressions qui peuvent arriver de ce côté-là. Et même quand vous n'êtes pas concerné par une sanction injuste qu'on vient de donner à l'un de vos camarades, ça peut vous affecter. Bon, bref, il y a un tas de choses qui peuvent affecter l'agent du point de vue de sa psychologie et qui font que peut-être quand il arrive sur le terrain, il se comporte mal. Ailleurs, qu'est-ce qui se fait? C'est qu'il y a un contrôle psychologique régulier qui débouche généralement sur une prise en charge, sur un accompagnement, sur un tas de mesures qu'on prend en sachant que c'est un métier extrêmement difficile qui demande beaucoup d'équilibre parce qu'à partir du moment où la personne manipule des armes et que ces armes lui sont librement laissées dans le cadre de sa mission, il peut craquer facilement. Donc, que ce soit en Occident, que ce soit partout, il y a un accompagnement psychologique. Est-ce que ici, dans notre pays, on peut dire que tous les policiers, tous les agents de police suivent cet accompagnement? Est-ce qu'ils reçoivent cet accompagnement? Est-ce qu'ils ont d'abord un examen psychologique régulier qui permet d'en savoir où est-ce qu'ils en sont? Oui, mais en Afrique, on se dit, enfin, l'opinion publique admet ou considère qu'on est suffisamment solide dans la tête et psychologiquement, de sorte qu'on n'a pas vraiment besoin de ces recours pour continuer à subir ou à supporter les cours de la vie ou le coût de la vie. Non, je pense que de prendre le problème de cette façon-là nous ramène à l'ère de la préhistoire. Nous avons une police moderne qui a des moyens modernes pour travailler, qui a une organisation moderne et qui doit avoir un fonctionnement moderne. On ne peut pas aujourd'hui ne pas passer nos agents de police de façon régulière par un test psychologique qui permet de savoir s'il y a déjà un dérapage quelque part. Même en entreprise simple, ailleurs qu'ici, on fait déjà ces choses-là. Mais à plus forte raison quand c'est une personne qui reste dans la nuit, qui avant de devenir policier avait peut-être une toute autre vie, qui ne savait même pas peut-être rester dans la nuit.
qui ne savait pas s'éloigner de sa famille pendant 3 heures de temps, qui ne savait pas recevoir des ordres sans rechigner. Bon, il avait besoin d'un job, il a eu un job, mais après, il faut s'assurer que les conditions de travail sont d'abord bonnes et qu'ensuite, il y a un équilibre psychologique qu'on surveille. Est-ce que tout cela n'est pas facile à dédouaner un policier qui tire sur... Ce n'est pas facile du tout, et c'est même le nœud du problème. Parce que même aux États-Unis, en France ou partout où vous voulez, il y a des policiers qui sont des criminels, qui deviennent des criminels. Pas parce qu'ils étaient criminels avant d'entrer dans la police, mais c'est en travaillant dans la police qu'ils deviennent criminels. Parce que il y a des choses qui parfois les rendent complètement paranoïaques. Quand vous n'avez jamais vu du sang humain avant d'entrer dans la police, on ne peut pas savoir quel est votre comportement devant le sang humain. Et lorsque devant vous, un malfrat est abattu, vous n'avez pas idée de ce que ça peut faire sur certains agents. On ne leur apprend pas pendant la formation qu'ils peuvent tuer des gens eux-mêmes. Ah ben écoutez, c'est pas parce qu'on vous a appris à manier des armes et à faire des exercices dans la formation que vous avez déjà tué véritablement un homme. Oh. Donc, il y a un certain nombre de situations qui font que le policier peut se retrouver en difficulté et déprimé, aller même jusqu'à plus loin. Mais donc, il appartient à la hiérarchie de s'assurer du moral de la troupe et de l'état psychologique sain pour que ce genre de dérapage soit évité déjà au maximum. Parce qu'un policier équilibré, un policier respectueux des règles ne fait pas ce que le règlement interdit. Donc, à partir du moment où nous avons des policiers qui dérapent complètement, il faut prendre des mesures pour que dans leur rang, on ait... C'est pas la peine de dire que désormais on va punir, qu'on va revenir sur le propos du directeur général. Bon, moi, ce que je préconise, c'est déjà qu'on s'assure que les conditions de travail sont bonnes et que le moral de la troupe ne reçoit pas un choc à chaque fois qu'il doit aller en mission. Mais non seulement à l'intérieur de la profession, il peut y avoir des problèmes qui conduisent justement le policier à des actes qui s'écartent des normes professionnelles, mais il y a aussi que au sein de la population dans laquelle le policier vit, il y a aussi qu'on n'a pas toujours, je dois dire, le comportement qu'il faut vis-à-vis du policier pour lui permettre d'exercer correctement son travail. La résistance, par exemple, que les populations offrent parfois à des demandes de la police et parfois aussi le comportement de certains qui pensent que bon, les policiers c'est forcément des gens qui ne sont pas bien lotis. Ça peut expliquer aussi que parfois ils s'énervent. Il y a un problème d'éducation. C'est sûr qu'il y a un problème d'éducation. Et ce problème d'éducation relève, on va dire, de la ligne politique que nous avons choisie. Sous le PRPB, lorsqu'un policier vous arrêtait, vous n'avez même pas idée, vous n'avez même pas l'idée de résister. C'était un état policier, n'est-ce pas? Mais nous sommes entrés dans une phase de notre histoire contemporaine où on a dit tout le monde est libre. Et chacun interprète la liberté comme il l'entend. Tout le monde a des droits. Et comme il n'y a pas eu une éducation qui accompagne naturellement cette entrée dans l'ère des droits, ben, le citoyen il se comporte comme il veut par rapport aux policiers parce qu'il ne sait même pas comment on se comporte. Aux États-Unis, les parents apprennent à leurs enfants quel comportement on a lorsque un policier vous arrête. Parce que quand il y a une bavure et que votre enfant décède, c'est trop tard pour réparer quoi que ce soit. Vous pouvez vous énerver, vous pouvez avoir raison, vous pouvez dire que votre fils a raison, mais dans tous les cas, il est déjà mort, donc c'est déjà trop tard. Donc pour empêcher ça, les parents éduquent leurs enfants et leur disent, lorsqu'un policier t'arrête, voilà comment tu te comportes. Mais ici, ce travail, c'est la police elle-même qui le fait à l'endroit de la population. La population qui il ne revenait pas à la police de faire ce travail. Oui? Non, c'est à la population de savoir comment se comporter. Le travail de la création, de la coproduction, comme ils aiment bien le chanter partout, de la coproduction de la sécurité, c'est un travail qui est essentiellement du ressort de la police. Mais quand c'est pris comme ça, c'est que nous sommes à côté de la plaque. Ah oui? Ah oui, la coproduction, ça veut dire qu'il y a deux entités. Oui. Il y a la police d'une part, oui, et il y a la population d'une part. La police doit dire ce qu'elle a fait de la population. La police pas la population à dire à la police ce qu'on doit faire de la coproduction. Non, ce que je veux dire, c'est que chacun doit savoir quoi faire. Oui. Et normalement, ce n'est pas à la police de dire aux citoyens ce qu'ils doivent faire. Il y a d'autres moyens par lesquels les citoyens doivent apprendre
comment se comporter et comment entrer dans le cadre de cette coproduction avec une certaine réussite. Donc, si la police vient nous dire à nous ce que nous devons faire, nous pouvons accepter comme nous pouvons rejeter, en nous disant que non, c'est votre travail, allez vous débrouiller pour obtenir les résultats. Mais par contre, lorsqu'on nous éduque et qu'on nous dit le niveau ce qu'exige le niveau de conscience citoyenne lorsqu'on doit collaborer avec la police, à ce moment-là, la collaboration est plus facile. Et vous voyez que à ce moment-là, d'ailleurs, lorsque le policier dérape, le citoyen sait exactement quoi faire. Aujourd'hui, vous avez des citoyens qui sont brimés, qui ne savent même pas quoi faire, parce que bon, ils ne savent pas qu'il existe des moyens de recours, ils ne savent même pas qu'ils sont en mesure d'aller porter plainte contre ces policiers qui abusent de leur pouvoir. Et donc, voilà, quand c'est comme ça, naturellement, on aura toujours des bavures avant que tout le monde se réveille. Oui, mais est-ce que véritablement, je dois dire, la liberté, le sens de ces droits tels que vous l'aviez présenté et qui semble un handicap aujourd'hui à la bonne marche de la collaboration entre la police et les populations, est véritablement l'élément qui, ma foi, plombe, je dois dire, cette collaboration? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les populations, à la vue du policier, elles ont beaucoup plus peur que de collaborer. Ben parce que justement, les populations ne sont pas informées du rôle de la police, des limites du pouvoir de la police et de l'indispensable collaboration que la police attend des citoyens. Les citoyens voient les policiers comme... La police, elle aussi, en abuse, parce que mais si les citoyens celui qui a peur de vous en vous voyant, c'est forcément parce que vous lui envoyez une image. Je ne dirais pas que c'est faux, mais si on dit que la peur du gendarme est le commencement de la sagesse. Oui. Si vous n'avez aucune peur du gendarme, le gendarme lui-même il est en danger partout. Et donc c'est normal que le policier ait une attitude qui inspire la crainte. Mais c'est une éducation civique qu'il faut pour que les citoyens sachent exactement ce qu'un policier peut faire, ce qu'il ne peut pas faire et pourquoi en réalité on ne doit pas avoir peur d'un policier parce qu'il y a des limites au pouvoir du policier. Voilà. Donc quand cette éducation civique n'existe pas, chacun accueille le policier comme il le sent, comme il le ressent. Et c'est un peu ça. Alors quand le drame est arrivé, quelques 2 ou 3 jours sont passés, mettons pratiquement une semaine, avant que la direction générale de la police républicaine ne sorte de communiqué. Vous les avez lus certainement? Ah oui, je les ai lus. Un communiqué pour dire, bon, désormais, je vous rappelle qu'il ne faut pas fouiller dans les téléphones des populations. Et à vos populations, je vous dis, on ne doit pas fouiller dans vos téléphones. Opposez-vous, ou plaignez-vous. Oui, c'est de ça justement que je parlais. Si c'est la police qui vient faire son mea culpa et fait son communiqué, ça dispense la police à ce moment-là de l'obligation de faire amende honorable. Parce que c'est une situation inacceptable. Et normalement, l'enquête ne devrait pas se limiter tout simplement au citoyen qui est décédé lorsqu'on fouillait son téléphone. Il faut aller nous chercher tous les téléphones qu'on a fouillés par le passé et tous les agents qui par le passé ont fouillé. Non, ça ce n'est pas fastidieux. Parce que ça permet de savoir quelle est l'ampleur des dégâts qui ont été faits sur les citoyens. Ça permet de savoir quelles sont les mesures qu'on prend pour limiter le dégât au regard de son ampleur. Parce que quand un phénomène se produit et que c'est à partir de ça que vous produisez juste un communiqué et que ça clôture toutes les sessions qui se sont ouvertes avec tous les téléphones qui ont été fouillés par le passé, ça pose un peu un problème ça donne le goût d'inachevé. Donc je pense que la hiérarchie de la police ne devrait pas s'arrêter tout simplement à un communiqué. Il ne s'agit pas forcément de vouer la police aux gémonies ou de mettre tout le monde sous sanction, mais il faut que par honnêteté on nous dise oui, nous avons enquêté, voilà ce que nous avons trouvé et voilà les mesures que nous avons prises pour que désormais ce genre de choses ne se produisent plus. Sinon, on a l'impression que c'est une seule fois qu'on a fouillé dans le téléphone d'un citoyen et que la police a immédiatement réagi pour arrêter ça. Le contenu du communiqué rappelle très bien que c'est des situations récurrentes et qu'il faut désormais que la population apprenne justement à porter plainte et à éviter, sinon à s'opposer justement à la fouille de leur téléphone. Et alors maintenant, qu'est-ce qui éduque la population à ça? Oui, c'est la question que je posais depuis. Je me dis, est-ce qu'il ne peut pas avoir des sessions annuelles de sensibilisation, une campagne? Les policiers sont quand même avec les populations tous les jours. Ce n'est pas aux policiers qui revient de dire ce que les citoyens peuvent faire contre eux. Nous n'avons malheureusement plus de société civile. C'est le rôle de la société civile. C'est elle
qui, avec le soutien des partenaires financiers étrangers, avait la possibilité à l'époque d'organiser ce genre de sessions à la télévision, à la radio, dans les journaux et dans les localités. Il y a des ONG qui ont fait ce travail pendant les premières heures de la démocratie. C'était exceptionnel. Et depuis un moment, tout le monde s'est dit, la société civile, elle n'est pas gratifiante. La politique, par contre, elle est gratifiante. Donc, tout le monde a migré progressivement vers la politique. Et vous voyez que même ça a touché le milieu des syndicalistes aussi. Donc, tout le monde migre vers la politique parce que c'est la politique qui aujourd'hui permet d'arrondir les fins du mois de façon heureuse. Et quand c'est comme ça, naturellement, il y a un fossé qui se creuse entre ceux qui doivent faire respecter la loi et ceux contre qui la loi doit s'appliquer. Et c'est pour ça que si au milieu de la police et des citoyens, il n'y a pas un corps qui prenne en main, un corps indépendant qui prenne en main cette éducation de la population à la conscience civique et citoyenne, nous aurons beaucoup de lacunes. Le deuxième communiqué du directeur général de la police républicaine a promis des enquêtes et surtout des sanctions, notamment au plan administratif. C'est bien la première fois que la direction de la police, en tout cas, s'engage fermement à faire aboutir, je dois dire, une situation, une affaire comme ça, alors qu'on en connaît par le passé qui n'ont jamais abouti. Et d'ailleurs, lorsque le ministre déclare que désormais il y aura 60 jours d'arrêt de rigueur, il y aura conseil de discipline et puis il y aura radiation, c'est à se demander quelles étaient les sanctions qui étaient appliquées. Ça veut dire que par le passé, il n'y avait pas véritablement de sanctions. Il n'y avait rien. Donc, si c'est aujourd'hui qu'on décide des sanctions et qu'on vient nous les annoncer comme ça, moi je m'interroge sur... C'est mieux tard que jamais, non? C'est pas toujours... c'est jamais tard de bien faire, de se corriger. Je suis d'accord avec vous et je suis d'accord aussi pour reconnaître qu'on ne punit que les personnes qui méritent véritablement d'être punies. Moi, je considère que quand on regarde la police nationale travailler aujourd'hui, les efforts que la police déploie, très honnêtement, sont à saluer. Ah oui? Très honnêtement. Comment ça? Parce que, regardez, elle est présente aujourd'hui, la police. Et elle n'est pas présente pour réprimer. Regardez bien la police. Quand nous devons aller travailler le matin, et sans la police, mais nous n'avons jamais pu atteindre notre service à l'heure. Vous parlez de Cotonou. Je ne parle pas que de Cotonou, mais la police, elle est partout. Lorsque vous circulez du nord au sud du pays, vous voyez la police, elle a une présence marquée à distance régulière sur tous les trajets du nord au sud du pays. Et aujourd'hui, vous savez, quand quelqu'un meurt, comme le cas enregistré au cours d'une bavure, on a tendance à penser que c'est toute la police qui est à cette image-là. Mais non, c'est vrai qu'il y a quelques personnes au sein de la police qui ont des problèmes, comme il y en a dans tous les corps de métier. Mais si on devait faire une projection, par exemple, et voir combien de vies humaines la police sauve par jour, peut-être que nous serions beaucoup plus indulgents. Bon, on attend surtout d'être en sécurité et surtout de savoir que la police fait partie des éléments dans la cité qui nous protègent surtout et protègent nos droits plutôt que de les brimer. Et c'est surtout ce que réclament la population. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne leur pardonne aucune faute, on ne leur pardonne aucune faiblesse. Et je suppose qu'ils le savent déjà même avant de s'engager dans le métier. Et on ne va pas non plus, à partir des situations que je viens de décrire, baisser la garde en disant bon c'est la police, elle fait son travail et même si elle fait mal on se tait et on la regarde faire. Donc elle doit faire mieux et elle doit faire mieux en étant plus professionnelle. Et au finish, je pense que c'est le professionnalisme et l'équilibre psychologique qu'il faut véritablement soigner.
C'est vrai qu'on attend surtout de voir ce que va donner ce dossier et surtout au-delà de ce dossier, ce que les autres vont aussi donner parce qu'il y a quand même des cas sur lesquels on n'a jamais eu en tout cas de coupables alors qu'il y a eu des vies qui sont tombées. On a parlé de 2 cas à Boumé-Calavi, notamment pour cette année, l'année dernière par exemple. Jusque-là, l'enquête, je ne sais pas si ça piétine ou si c'est une volonté manifeste. Il n'y a certainement pas une volonté très affirmée de nous donner les résultats de l'enquête. Peut-être que l'enquête est bouclée depuis longtemps, parce qu'aucune enquête ne prend ce temps. Mais face à cela, les populations auront toujours l'impression que la police elle est une entité à part qui surplane tout le monde et qu'elle peut faire ce qu'elle veut. D'où sa réaction. Et je suis d'accord avec vous pour dire que c'est tout à fait vrai, parce que s'il n'y a pas une certaine transparence dans la gestion des dossiers qui, de temps en temps, opposent la police et la population, bon, on aura toujours ce sentiment. Ce qu'il faut que les responsables de la police nationale, sans craindre la vindicte populaire, fassent leur travail, livrent les conclusions de leur enquête, et si le coupable est puni, on ne veut pas la mort du pécheur, on ne veut pas non plus qu'il croupisse en prison à vie, mais à partir du moment où on fait un communiqué pour expliquer comment les choses se sont passées et que parfois même il y a des circonstances atténuantes qu'on ne nous dit pas, et qu'on remarque toutes ces choses-là et qu'on ne nous dit pas. Bon, mais nous, on est dans la condamnation parce que quelqu'un a perdu la vie. Mais même dans un tribunal, même quand on est convaincu que vous avez tué quelqu'un, vous êtes toujours présumé innocent. Donc, lorsqu'on ne nous dit rien, nous condamnons systématiquement, alors que peut-être il y avait des raisons de ne pas condamner aussi fermement. Est-ce qu'il y a des raisons de dire que, je dois dire, ces écarts professionnels peuvent avoir comme source cette réforme qui a fusionné les 2 corps qu'on connaissait, la gendarmerie nationale et la police nationale? Je ne vois pas un taux d'insécurité plus élevé, je ne vois pas un taux de mécontentement plus élevé. Parce qu'on a dit ça grouille, ça gros, vous savez, dans le corps. Vous savez, je ne pense pas qu'il n'y ait jamais eu un moment où dans un corps il n'y ait jamais eu de grogne par le passé. Il y a toujours une raison pour que les gens grognent. Et surtout au sein de l'armée, comme je vous ai dit, c'est un corps où c'est la brimade, il n'y a pas de négociation. À un moment, on avait dit que la police n'avait pas droit à avoir un syndicat. Et ça a grogné pendant très longtemps avant que finalement, bon, on leur concède cela. Donc, à un moment ou à un autre, il y a toujours une raison pour laquelle ça grogne. Je ne pense pas que fondamentalement, ça soit lié d'autant que... non, ça ne peut pas être lié à la réforme, d'autant que chacun fait ce qu'il a à faire et perçoit son salaire. Maintenant, si c'est par rapport au grade de votre voisin que vous êtes en colère, c'est une colère qui n'est pas saine. Oui, mais si depuis 4 ans, vous devrez avancer et que ça ne bouge pas, alors qu'en réalité, avec votre ancien corps, vous aurez déjà pu avoir 2 pas de plus en matière d'évolution en grade professionnel, ça peut faire de la frustration, ça peut faire des gagnants à tout moment. Si certains avancent et que d'autres n'avancent pas, il y a un problème. Oui. Mais à partir du moment où tout le monde avance, peut-être à un rythme moins soutenu que par le passé, mais quand tout le monde avance quand même, à mon avis, le problème il n'est pas réel. C'est un problème peut-être, bon, vous savez, les hommes sont ce qu'ils sont. À titre personnel, chacun se dit, j'aurais dû avoir tel avantage que je n'ai pas. Mais si cette réforme, dans son ensemble, crée des circonstances pour que la police travaille de façon plus harmonieuse, crée des conditions pour qu'il y ait une certaine visibilité très claire dans la gestion des carrières des policiers et des gendarmes que nous avions par le passé et qui aujourd'hui sont ensemble, mais chiche, moi je ne vois pas très bien le problème que ça pose. C'est vrai que du point de vue des avantages, il peut y avoir peut-être, j'en sais rien, il peut y avoir peut-être des manquements par endroit qui font que, bon, certains... Il y a plusieurs confidences qu'on a quand même eues, où certains disent que les anciens policiers, en tout cas ceux qui appartenaient à la police nationale, en tout cas n'évolueraient pas au rythme qu'ils auraient bien souhaité, et étant donné que, bon, comparativement aux gendarmes, en tout cas qui sont devenus policiers par la suite, que ça évolue très bien. Est-ce qu'on peut lier cela aussi à un leadership ou à une gestion de la police?
Le leadership, de toute façon, impacte le fonctionnement de l'organe qui est géré par le leader. Donc, je pense que le leadership peut être en cause, que ce soit pour dire que c'est bien ou pour dire que c'est mal. Donc, oui, il y a certainement un rôle très important qui revient au leadership qui... aujourd'hui, nous propose peut-être un schéma qui, par le passé, était totalement étranger à ce corps de métier. Bon, mais comme ce sont des policiers qui sont en tête, et que ce n'est pas des gens venus d'ailleurs, c'est pas des gens venus d'ailleurs, et que c'est des gens de la corporation, et je pense qu'ils ne peuvent proposer que ce qui, en général, fait avancer toute la corporation. Les populations attendent deux choses de ce dossier-là. D'abord, la version vraiment fondée de ce qui s'est passé autour donc de la vie de Faisal à Ouourou à Parakou et surtout bon, les sanctions qui vont suivre justement la situation des responsabilités au bout donc du point de vue des sanctions. Bon, j'ai l'impression que quelque chose a commencé et que certainement ça va aller à son terme, mais du point de vue de la relation des faits, j'ai l'impression qu'on va rester... Mais si du point de vue de la relation des faits, on en parle l'intégralité de ce qui s'est passé. Comment est-ce qu'on peut justifier au-devant des populations les sanctions qu'on aura prises alors? C'est ça que je qualifiais de question de transparence. C'est nécessaire. Normalement, il n'y avait rien à cacher. Si un agent a dérapé, il faut dire que l'agent a dérapé. Ouais. Il faut expliquer où est-ce qu'il a dérapé et il faut dire les mesures qui sont prises pour que ce genre de choses ne se produisent pas. Parce que ce n'est pas parce qu'un agent a dérapé que toute la police a dérapé. Mais lorsqu'un agent dérape et qu'on n'explique pas très clairement ce qui s'est passé, eh bien, pour le citoyen, c'est toute la police. C'est toute la police qui est à cette image-là. Et ce serait bien dommage vraiment d'assimiler toute la police à cette image d'agents de policiers qui tirent de façon, je dois dire, impromptue sur les citoyens. On va changer de sujet, on va évoquer le deuxième qu'on avait prévu pour ce numéro de votre émission. Ce qu'il fallait démontrer, je le rappelle, c'est le sujet concernant l'audit du fichier électoral. Là, nous sommes en politique. Patrice Talon l'avait promis au lendemain des élections de 2021 en rencontrant notamment, non 2023 pardon, en rencontrant notamment les acteurs du parti Les Démocrates. Justement, il est en train de tenir visiblement sa parole puisqu'on a engagé officiellement en tout cas les démarches pour cet audit-là. C'est déjà salutaire, non? Alors ça, oui, je pense qu'il faut saluer ça, parce qu'au moment où il s'engageait à respecter la volonté des démocrates qui voulaient absolument auditer le fichier, on n'y croyait pas beaucoup. On se disait, il va peut-être donner le cabri et tenir la corde. Donc on est véritablement heureux de voir que le chef de l'État a donné toute l'attitude à l'opposition de trouver son expert, et l'État s'est même offert à payer cet audit-là. Je pense que du point de vue de la parole donnée, je pense qu'il y a lieu de saluer la parole respectée. Et au lendemain de la rencontre entre les acteurs de l'opposition et le ministre Garde des Sceaux, les partis membres de ce creuset de l'opposition ont engagé une tournée pour une vaste consultation et un consensus autour donc de la démarche, disent-ils, d'audit du fichier électoral. Appréciation? Alors, cette démarche, elle est à la fois à saluer et en même temps, elle montre un peu les limites de sa réussite. Comment ça? Parce que d'abord... Pourquoi est-ce qu'elle est à saluer? Elle est à saluer parce que lorsque vous êtes un groupe politique et que vous demandez à travailler sur, à auditer le fichier électoral, et que ce fichier concerne tout le monde, que les autres partis ont également peut-être des réserves sur ce fichier, même s'ils ne l'ont pas exprimé, on ne peut pas faire des audits répétés.
Donc, à partir du moment où vous prenez le lead et que vous décidez d'engager l'audit, vous associez les autres pour éventuellement, s'ils ont quelque chose à y apporter, qu'ils y apportent, et que à la fin, il n'y ait pas des partis demain qui disent ceux de l'opposition ont déjà fait, nous on n'a pas été associés, c'est maintenant que nous nous demandons aussi à notre tour à auditer les fichiers électoraux. Bon, peut-être que c'est dans cette idée-là que ceux de l'opposition se sont dit, bon, on associe tout le monde, et puis on recense tous les griefs pour les mettre à la disposition de celui qui va auditer. Mais alors pourquoi est-ce que cela délimite cette démarche? Ça a des limites parce que ceux de la mouvance présidentielle n'avaient pas de grief, en tout cas n'avaient pas formulé de grief vis-à-vis du fichier électoral. Et d'ailleurs, comme l'a fait remarquer le parti UPR, il n'y a plus de fichier électoral aujourd'hui, c'est le RAVIP. Et le RAVIP donne lieu à une extraction de noms de personnes qui sont susceptibles d'aller voter. À partir de ce moment-là, si on remet en cause une liste électorale quelconque, c'est que c'est le RAVIP lui-même qu'on remet en cause. Et à partir de ce moment, il se pose un problème que ceux de la mouvance présidentielle ne partagent pas du tout. Donc, l'accepter, c'est un peu comme être d'accord avec ceux de l'opposition qu'il y a un problème sur le fichier électoral et qu'il faut l'auditer. Et c'est surtout donner du crédit au parti de l'opposition qui veut auditer, parce que quels que soient les résultats que l'on pourrait avoir demain, ce parti va se targuer d'avoir été à l'origine au moins d'un acte républicain qui le crédite aux yeux de la population béninoise. Et ceux de la mouvance présidentielle n'ont pas envie de donner ce crédit gratuit, parce que pour eux, il n'y a rien de rien à auditer. Bon, maintenant, il ne faut pas oublier que les partis de l'opposition, avant de demander cet audit, avaient déjà, par une lettre signée du président Boni Yayi, alerté l'opinion publique internationale sur le fait qu'il y avait des problèmes et que ces problèmes risqueraient de créer des troubles si on ne les réglait pas. Ouais. Donc, ça veut dire qu'eux, ils avaient déjà identifié les problèmes. Et donc, si ceux de la mouvance les accompagnent, ça veut dire qu'en réalité, eux aussi, ils reconnaissent qu'il y a des problèmes et qu'ils doivent impérativement s'associer. Est-ce que c'est le rôle du parti ou d'un parti politique de défendre la qualité propre d'un document, qu'il soit RAVIP ou pas? Est-ce que c'est le rôle de l'UPR de venir dire aujourd'hui c'est un travail propre? En tout cas, nous ne remontons pas, nous n'avons pas de grief. Ils sont venus les voir pour dire est-ce que vous avez un grief contre le fichier électoral par hasard éventuellement? Et est-ce que la démarche que nous entendons mener par rapport justement à cela vous agrée? Est-ce que vous pensez que vous pouvez venir avec nous? C'est des questions, on n'a pas besoin de le communiquer pour justifier que le RAVIP conduit à l'extraction du fichier électoral. On sait aussi d'ailleurs même que avec le temps on a constaté que la campagne pour la réalisation du RAVIP a débouché quand même sur certaines faiblesses, comme les répétitions, les doublons, etc., qu'on a dû travailler à réajuster dans le temps. Et ce sont des choses tout à fait normales quand on établit ce genre de liste. Ce n'est pas une exception béninoise. Oui. C'est on va dire le cours normal de la réalisation d'une liste de cette nature-là. Oui. Bon, maintenant, si l'UPR ne produit pas un communiqué pour expliquer sa position, elle pourrait être interprétée à tort et à travers. Donc il était utile, étant donné que c'est un parti de l'opposition qui a pris l'initiative de faire quelque chose, il était normal que s'il se démarque de cette démarche, qu'il fasse savoir et qu'il fasse savoir pourquoi il se démarquait de cette démarche. Pour eux, la LEPI n'a aucun problème. Le RAVIP non plus n'a aucun problème. Donc il n'y a aucune raison. Parce que, vous savez, l'opposition est dans une logique simple. C'est que dans tous les pays africains, le programme de tout parti d'opposition, c'est de dire il y a problème sur la liste électorale. C'est de dire il y a problème dans l'organisation des élections. C'est de dire je conteste les résultats, je ne suis pas d'accord. C'est ça le programme des partis politiques de l'opposition partout. Ils n'en ont pas un autre. Vous exagérez. Je n'exagère pas. Au Sénégal, ils ont déposé un truc qui a été validé jusque-là. Je ne crois pas que ça comporte les éléments que vous avez pu citer là. Non, vous savez, les fonctions. Je ne parle pas de contentieux électoral encore. Je parle du fonctionnement normal d'un parti d'opposition. Oui. On ne le voit pas ailleurs que
il n'y a pas de transparence dans l'établissement de la liste électorale, pas de transparence dans l'organisation des élections, pas de transparence dans les résultats, c'est classique. Oui, mais donc, il faut quand même pas à partir du moment où c'est classique, oui, et que par le passé, nous avions dans notre pays une façon de gérer la liste électorale. C'était de mettre ensemble tous les partis, qu'ils soient de la mouvance présidentielle ou de l'opposition, de créer un comité autour et de permettre à un certain nombre de députés qui ne sont pas véritablement chevilles ouvrières de quoi que ce soit, de gagner un peu d'argent et de se repositionner dans le paysage politique. Vous n'avez pas réduit justement le travail. C'est ce que nous avons eu par le passé. Veille et d'objectivité. Mais non, c'est ce que nous avons eu par le passé. Oui. Et c'était normal par rapport à la manière dont le fichier électoral était élaboré. Mais nous ne sommes plus dans cette logique-là aujourd'hui. Et c'est pour ça que le chef de l'État n'a eu aucune hésitation à dire oui, si vous voulez hésiter, allez trouver votre expert, moi je suis prêt à payer pour ça. Qu'est-ce que l'expert va trouver? Il va trouver peut-être des électeurs qui sont positionnés. Mais après on n'a même pas encore positionné les électeurs dans leur bureau de vote. Qu'est-ce que vous voulez auditer aujourd'hui? Il faut d'abord que nous soyons peut-être à quelques encablures des élections, que la liste soit affichée et qu'on sache que tel électeur est dans tel bureau, pour qu'on dise, bon, à ce moment-là, il faut qu'on aille bien voir pour savoir si nos électeurs n'ont pas été brimés, n'ont pas été déplacés exprès pour nous permettre de perdre des voix. Mais on n'en est pas encore là. Donc, quand on dit qu'on va auditer ce fichier, enfin, cette liste électorale, c'est comme si tout le processus du RAVIP était vicié. Oui, justement, parce que au temps fort de la réalisation, ou du processus de réalisation du RAVIP, on a quand même entendu des griefs comme quoi il y a des voisins du pays d'à côté qui sont venus se faire enrôler en tant que béninois et que la citoyenneté, la carte béninoise était distribuée à l'emporte-pièce. On a dit aussi qu'on a gonflé par endroits des naissances, à Sémécodi, etc., etc. Il y a quand même eu ces éléments qui ont été des griefs assez sérieux portés contre le RAVIP, et le travail d'appurement a commencé à repris. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que si tous ces griefs-là ont existé, et en tout cas continuent d'exister, les partis d'opposition tiennent là, le cadre de concertation tient là, un filon pour montrer que effectivement, le travail qui a été fait a connu beaucoup de défaillances, et qu'ils avaient raison d'attirer l'attention aussi bien des citoyens béninois que de la communauté internationale sur ce qui a été fait. Alors, à l'heure où nous enregistrons cette émission, le cadre de concertation a pu rencontrer le deuxième plus grand parti de la mouvance présidentielle, notamment le Bloc républicain. On n'a pas encore les échos, je ne sais pas si vous avez vu quelques bribes des échanges qu'ils ont pu avoir avec à cette occasion-là. On attend de voir la position du Bloc républicain, mais ça ne va certainement pas s'éloigner de celui de l'UPR. Je crois qu'il sera même conforme à celui de l'UPR, parce que, comme je vous l'ai dit, aucun parti de la mouvance présidentielle ne voudra s'associer à cette initiative qui, à la fin, voudrait démontrer qu'il y a eu du tripatouillage. Et si les partis de la mouvance présidentielle sont sur leur réserve, c'est tout simplement parce que laisser l'opposition y aller toute seule pourrait, à la limite, montrer un certain nombre de dysfonctionnements. Mais c'est surtout que les laisser aller tout seuls permettrait de les laisser se casser les dents et de montrer à la face du monde que, après avoir alerté toute la communauté internationale, ils ne sont même pas en mesure de prouver ce qu'ils étaient en train de dénoncer. Oui, mais s'il y avait des éléments fondés vraiment pour s'inquiéter autour de la qualité du fichier électoral ou du RAVIP, si vous voulez, cette solidarité aurait été aussi suspecte et aussi pour les deux partis là, pour la prise d'opposition par rapport à cette actualité. Ce sont des politiciens. Les politiciens, quand ça leur convient, ben, ils sont ensemble. Quand ça ne leur convient pas, ils ne sont pas ensemble. Et ils sont trop souvent ensemble, le PR et le BR. Ah oui, parce qu'ils ont une communauté d'intérêt. Et ils n'ont pas intérêt justement à ce que l'échafaudage qu'ils sont en train de construire s'écroule. Et toute
les tentatives que d'autres personnes ou d'autres partis prendront pour essayer de débranler cet échafaudage-là du moins, ne trouvera pas écho favorable dans leur rang. Et c'est ce que vous observez. Donc, pour eux, c'est qu'il y a une citadelle qui est en train d'être construite et le ravir pour faire partie des acquis qu'on peut mettre à l'actif du président Patrice Talon que soutient la mouvance présidentielle. Que quelqu'un vienne donner des coups de pied dans la fourmilière pour que le monde entier voit que ce travail a été mal fait, les partis de la mouvance ne peuvent pas accompagner ça. Et c'est pourquoi, je vous dis, ils vont se retirer et se désolidariser dans l'espoir que les démocrates et leurs alliés iront se casser les dents tout seuls. Voilà. Il n'y a aucune solidarité et sincérité autour donc, des actions engagées au nom de la République. Il n'y a que des prises de position politiques visiblement. Je vous l'ai toujours dit, pour moi c'est clair et c'est net. La politique aujourd'hui n'est plus tout à fait ce que c'était hier. Mais il y a un parti dont la position, si elle se conformait justement à celle du BR et de l'UP, surprendrait tout le monde. C'est bien le parti Foscori pour un Bénin émergent qui s'est très vite emporté, en tout cas, de constater qu'on est en train de parler d'abord de cadre de concertation sans l'appeler et surtout d'audit du fichier électoral sans lui adresser la parole. Bien évidemment. Et ce n'est pas en allant légitimer l'action d'une force politique qui l'ignore qu'elle ferait bonne figure. Donc, elle fera également, comme les partis de la mouvance présidentielle, oui, je pense qu'elle va se désolidariser aussi et laisser les démocrates aller tout seuls avec leurs alliés de circonstances, faire l'audit et constater ce qu'ils ont à constater. Moi, je pense que FCBE aujourd'hui est dans une posture de voir cette démarche prendre des allures infructueuses. C'est-à-dire que oui, on trouvera tout ce qu'il faut comme expert, on trouvera tout ce qu'il faut comme cadre, et on va travailler des jours et des jours à vouloir apurer la liste, et puis on va devoir sortir un communiqué un matin pour dire bon, nous l'avons audité, il y a eu quelques petites choses qu'on a pu réparer, mais en gros nous sommes d'accord maintenant avec ce qui a été fait. Je pense que c'est ce qu'on aura à la fin. En tout cas, on verra comment les partis réunis dans le creuset de concertation des partis de l'opposition pourront en tout cas engager jusqu'au bout cette initiative. Et on verra aussi d'ailleurs les résultats auxquels ils vont aboutir. On espère en tout cas que cela permettra et aidera à une bonne qualité du fichier électoral qu'on aura utilisé. C'est surtout ça. Il faut espérer que, quels que soient les motifs qui guident les démocrates, que leur démarche permette de rassurer tout le monde que nous avons une liste informatisée très fiable. Très fiable, voilà. Qui va nous permettre quand même de tenir des consultations singulières de qualité de facture, qui sera saluée certainement par tout le monde. Voilà. Anissé Kalosoke, merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. À jeudi prochain. Prenez soin de vous.